Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Un pays où le président a été élu à son 4e mandat sans même faire sa campagne électorale. Peut-être même sans même savoir qu'il est candidat. Et pour cause, il en est incapable. Et pour cause, il n'est même plus capable de réciter la table de multiplication de 2. Un président que ceux qui gouvernent à sa place et dont il signe les décrets qu'il est censé prendre, le plonge dans des comas artificiels, façon de le congeler, façon de le faire durer un maximum. Un coma dont ils ne le sortent plus que pour le présenter à la presse ou lui faire recevoir, zama, des personnalités politiques internationales qui viennent cautionner la farce en échange de chèques ou de contrats pour leurs pays respectifs. Ce pays existe bel et bien. Il a pour nom Algérie. C'est le seul dans l'histoire à avoir un président fantôme imposé par une puissance étrangère et dont le vrai pouvoir a été confié à son propre frère, épaulé par une clique de généraux qui obéissent à la même puissance, doigt sur la couture du pantalon, parce que c'est dans ce pays qu'ils blanchissent l'argent qu'ils volent à leur peuple. Un argent qu'ils blanchissent avec l'aide de cette même puissance étrangère, avant de le placer et de l'investir en prévision des mauvais jours quand le pays qu'ils pillent s'effondrera et qu'ils devront plier bagages. Mais jusque-là, tout allait bien pour Saïd, Baba et les 40 voleurs, puisque les masses d'argent qu'ils engrangeaient de la seule exploitation des ressources hydrocarbures leur a permis d'endormir de très larges couches de la population, de les enivrer, de leur faire perdre toute capacité de jugement en leur offrant un bazar chinois, des jouets, des cages à poules, des sacs poubelles remplis à ras-bord d'argent facile. Le régime étourdissait ainsi ses alliés naturels, très nombreux, qui se comptent par millions, pendant qu'il agitait, pour le reste de la population, le spectre de la guerre civile qu'il leur avait déjà fait subir dans un passé récent, ou pire encore, de les menacer de syrianiser le pays. Façon de leur dire, c'est moi ou la Syrie. C'est un président moribond qui ne fait pas de mal à une mouche, ou Bachar. Mais la brutale et brusque chute des prix du baril, totalement exclue jusque-là, allait siffler la fin de la récréation. Ce régime, incapable de gérer ne serait-ce qu'une épicerie, à un point qu'il est difficile d'imaginer d'ailleurs, qui même avec 5 fois plus d'argent que nécessaire, n'est pas capable de réaliser le moindre projet. Il n'y a qu'à voir comment il a construit la désastreuse autoroute, ce fameux projet du siècle, pour comprendre à quel niveau abyssal il est incompétent. Ce régime sera bientôt incapable non seulement de maintenir un niveau de consommation aussi effarant que celui d'aujourd'hui, mais il ne pourra même pas assurer la satisfaction des besoins les plus élémentaires des Algériens, leur nourriture, leurs soins, l'éducation de leurs enfants. Ni ce régime, ni ses clients, ces nouveaux riches qui se donnent du capitaine d'industrie par-ci, de l'oligarque par-là, ne sont capables de créer la richesse, de relever l'économie de l'ornière où elle croupit. À part piller, voler, trafiquer, mentir et dévaster, ils ne sont capables de rien de positif. Une médiocratie ne peut engendrer du mérite. Cela la tuerait. Mais le compte à rebours pour la disparition de cette association de malfaiteurs a déjà commencé. Sa survie ne dépendra plus que des réserves de change qu'elle a réussi à mettre de côté. Autant dire une question de 2 années au plus tard. Et en prenant en compte l'aggravation de l'état de santé de Bouteflika, la détresse qui s'en ensuivra, les conflits larvés qui vont éclater en son sein, du recours forcené à ces réserves de change pour se mettre définitivement à l'abri, ce régime ne tiendra peut-être même pas jusque-là. Sa fuite en avant et cette entreprise
suicidaire du gaz de schiste, dans laquelle il s'est lancé à corps perdu, est significative de la panique qui s'est emparée de lui. La révolte de la population de Ain Salah, qui est de plus en plus ressentie par les Algériens comme un moyen de contester le régime, commence à provoquer des réactions au cœur même des groupes de la décision politique. On ne sait pas si la récente intrusion de l'armée dans les manifestations de Ain Salah et la mise au rencard des forces policières de la répression sont un partage des rôles, une sorte de comédie du bon et du méchant, ou un vrai malaise au sein du régime, peut-être même un conflit ouvert entre deux parties importantes des cercles décisionnels. Mais ce qui ne fait pas de doute est que c'est une gifle retentissante à Sellel et à Hamel, le DGSN. C'est aussi un désaveu très fort des méthodes brutales et racistes des policiers. On ne sait pas encore si cette intrusion inouïe, inédite jusque-là, de l'armée est une annonce de profond bouleversement ou juste une ruse pour confiner le mouvement de contestation à la place Assomoud pendant que la fracturation se poursuit, ou si une telle intrusion procède d'une bien curieuse prise en main d'un problème qui ne devrait pas relever de l'armée. Mais il ne fait pas de doute que cet événement ne restera pas sans lendemain. Toutes les perspectives sont sur la table. Rien n'est désormais impossible. Tout peut arriver. Aujourd'hui, Huffington Post. Ain Salah, accord entre les manifestants et le chef de la 6e région militaire. TSA. Ain Salah, l'armée s'en mêle. Par Rafiq Tajer. Al-Watan. Mobilisation contre l'exploration de gaz de schiste, les étudiants algériens de l'étranger se mobilisent. Par Naïma Benouarez. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Leila Haddad, journaliste accréditée auprès du Parlement européen, et Faisal Mattawi, journaliste à Alger. Leila Haddad, merci d'avoir accepté notre invitation. Leila Haddad. Oui, merci à vous. Merci. Alors, Leila, que vous inspire cette intrusion de l'armée et cette mise à l'écart de la police et de la gendarmerie? C'est très difficile d'avoir une lecture unique déjà. Mais je ne sais pas, j'ai la faiblesse de dire que cette fois-ci, cette intrusion de l'armée, elle est peut-être un signe pour dire je reprends les choses en main, serait-ce de façon provisoire. Vous le savez, cette armée paternaliste, elle veut s'assurer qu'elle peut compter sur des hommes et des femmes compétents et capables de gérer les affaires de l'État, parce que maintenant c'est clair, Bouteflika est fini, oui, physiquement déjà. L'Algérie, tout le monde le dit, tout le monde le voit, tout le monde le vit, surtout les Algériens sur place, que c'est un pays qui est en train d'aller à sa fin, à sa faillite. Je pense que c'est un signe, et peut-être un signe positif, peut-être pour dire aussi à ces hommes et ces femmes, à cette élite, c'est un appel à cette élite pour dire, mais écoutez, organisez-vous, montrez-vous, faites quelque chose, et on vous lâchera l'affaire, entre guillemets. Peut-être pas pour retourner dans nos casernes, parce que quand on parle de l'armée, tout le monde a comme visage, ou on la personnifie, on l'identifie par rapport à M. Medienne, donc ce qu'on appelle en Algérie le dieu d'Algérie, et puis tous ces vieux généraux. Ces vieux généraux, justement, je n'ai pas le sentiment qu'ils vont retourner dans leur caserne, parce que bientôt ils vont remettre ce que Dieu leur a prêté. Mais si les choses
se prennent en main par des intellectuels, par des scientifiques, par des hommes et des femmes compétents, que ce soit au plan politique, mais aussi au plan économique, au plan commercial. Mais Lila Haddad, je pense que les jeunes généraux, que la jeune armée, elle, ne va pas quitter. Mais Lila Haddad, de toutes les façons, c'est l'armée qui est au pouvoir. Bouteflika n'est qu'une façade. Même son frère Saïd, qui a la réalité du pouvoir entre les mains, reste une façade. Le vrai pouvoir est entre les mains de l'armée, de toute façon. Et la police obéit à l'armée, de toute façon. Mais comment se fait-il que la police ait été écartée comme ça, de cette façon? Est-ce vraiment qu'il se passe quelque chose au sommet de l'État, qu'il y a un conflit ouvert entre les principales factions, ou est-ce l'annonce d'un coup d'État qui s'annonce? En fait, l'armée a déjà le pouvoir. Oui, des factions internes, vous voulez dire? Oui, je veux dire... Parmi les détenteurs du pouvoir réel militaire. Oui. Je crains que non. Et vous le savez, monsieur Benchenouf, vous, en tant que confrère, nous avons deux points de vue qui convergent, mais pas tout à fait. Moi, je suis de ceux et de celles qui disent non, Bouteflika a énormément de pouvoir. Je parle du Bouteflika qui avait encore sa santé, mais aujourd'hui, ce pouvoir a été remis et relayé par son frère et toute une équipe qui tourne autour de ce monsieur malade aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas le sentiment que l'armée détient le pouvoir à 100%. Et je pense aussi qu'elle ne va pas regarder, elle ne va pas voir l'Algérie partir à la dérive les bras croisés. Vous me dites que c'est même l'armée qui a le pouvoir sur la police. Ça, je pense que c'est un autre dossier et c'est peut-être très délicat d'en parler dans cette émission. Et puis, je n'ai pas cette prétention de pouvoir donner une analyse par rapport à ça. Nous allons demander à Faisal Mattawi, son avis à Faisal Mattawi. Faisal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamel, bonsoir. Bonsoir. Alors Faisal, votre avis sur cette curieuse intrusion de l'armée qui vient, c'est comme un peu comme séparer les belligérants. D'un côté des policiers brutaux qui ont insulté les gens, qui ont frappé, qui ont été très brutaux, et d'autre côté les manifestants et l'armée qui arrive sur une fleur et qui a le beau rôle, qui sépare les belligérants en quelque sorte et qui s'impose comme un arbitre, presque. Oui, je donne avant de répondre à cette question une petite précision par ma consoeur Lila Haddad, parce qu'elle dit à un moment donné que l'Algérie est finie ou que le pays est fini. Je ne le crois pas. L'Algérie a existé bel et bien avant Bouteflika ou son régime, et elle existera après son Bouteflika. Elle parle du régime, Faisal. Notre consoeur parle du régime, elle ne parle pas de l'Algérie en tant que nation. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde entre régime et pays, même entre régime et État. Mais je pense que, vous savez, l'intervention, effectivement, elle est très curieuse d'un général qui vient de la 6e région militaire, c'est Amir Assad, et qui se déplace par hélicoptère à El Salah pour demander à la police de ne pas intervenir contre la population. Ce n'est pas son rôle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de messages codés dans cette histoire. D'abord, n'oubliez pas que le directeur général de la Sûreté nationale est militaire. C'est le général Hamel. Oui. Ce n'est pas une réponse au général Hamel qui visiblement a lâché sa police contre l'opposition. Et on a vu comment la police a frappé et a malmené des chefs de parti, des députés, des journalistes et même des seuls citoyens lors de la marche de l'opposition contre les gaz de schiste le 24 février à Alger. On a vu comment on a procédé à des interpellations préventives. Ça n'existe qu'en Algérie, ça n'existe dans aucun pays du monde où la police interpelle des journalistes et des opposants avant même qu'il y ait une action publique de l'opposition. Donc c'est un message peut-être à la police de Hamel, et également, puisque n'oubliez pas, le général Hamel avait dit qu'il allait gérer démocratiquement la foule. Et on a vu ce que c'est que gérer la foule d'une manière démocratique. Bien sûr, c'est une invention qui n'existe pas aussi ailleurs. Maintenant, l'armée, ce n'est pas du tout de son rang d'intervenir dans ce débat, parce que l'Algérie n'est pas sous le régime d'état d'urgence, ce n'est pas l'état d'exception. Vous savez qu'en 2011, l'état d'urgence a été levé, et donc le rôle de l'armée de rester dans la caserne, elle doit rester dans ces casernes et assurer ses missions
de sécurité, même si on a constaté ces derniers mois, l'armée vient chaque soir dans le journal télévisé de la télévision publique, la télévision d'État, parce qu'il n'y a pas de télévision publique encore en Algérie. Oui. Chaque soir, il y a un communiqué de l'armée, on nous dit que l'armée a arrêté des criminels aux frontières, a interpellé des trafiquants aux frontières, a arrêté un groupe par-ci, par-là, comme si auparavant ne faisait pas ce travail, que maintenant elle est passée au travail pour faire de la communication. C'est un travail de communication, parce que ce qui est bizarre, c'est que le général Asmani Yaki, donc le général du secteur 6e région militaire, va envoyer un rapport en général Ahmed Salah, qui est son supérieur, puisque c'est le vice-ministre de la Défense, de la situation à Ain Salah. Donc, de deux choses, aussi le président Bouteflika qui gère le pays, même s'il est malade, aussi Al-Malik Sembel, le premier ministre, aussi Ain Salah qui décide. Donc, on est effectivement dans beaucoup de questions aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas du tout à l'armée d'intervenir dans la situation, assurer la sécurité entre civils et pour dans un espace intérieur. C'est la mission de la police et de la gendarmerie, et elle le fait souvent d'une manière très mal, mais se mêler de cette manière, c'est une manière... Oui, mais Faisal, peut-être c'est aussi de la promotion pour l'image de l'armée, parce que vous l'avez dit, Yaman, on a l'impression que les policiers et les gendarmes qui ont donc intervenu à Ain Salah sont des méchants, et les militaires, ils sont là, c'est des gentils, donc ils ne savent pas, comme vous l'avez dit, de belligérer. Attention, c'est un jeu dangereux, c'est un jeu qui peut nous mener dans des couloirs très sombres, donc j'espère que ceux qui décident dans le pays, qui sont en train de voir ce qui se passe dans des pays du voisinage et même dans le monde arabe, retiennent les leçons. Restez avec nous, Faisal. Lila Haddad, il fait pas de doute. Faisal vient de nous dire que l'armée n'a pas à s'ingérer, qu'on n'est plus en état de siège ni en état d'exception, que l'armée, normalement, dans son rôle constitutionnel, n'a pas à s'immiscer dans ce genre de situation. Or, elle s'est immiscée. Le fait est là. À votre niveau, vous êtes au Parlement européen, comment cette intrusion de l'armée algérienne dans cette affaire a été ressentie? Écoutez, j'allais dire que les institutions européennes à Bruxelles ont d'autres chats à fouetter en ce moment que d'analyser l'intrusion de l'armée à Ain Salah. Moi, j'ai envie de mettre cette armée en parenthèse et d'aller et de prendre le taureau par les cornes et d'aller dans le fond du problème, Jamal Eddine. Je vais vous poser une question et j'ai quelques éléments de réponse. Quelle est la partie qui a conclu les contrats d'exploitation de gaz de schiste avec les grands groupes européens et américains? C'est bien le ministre de l'Industrie ou de pétrole, ou je ne sais pas comment on l'appelle en Algérie, et qui est issu, et ce ministre est issu d'un gouvernement illégitime. Lequel gouvernement a été formé par un chef d'État illégitime. Et par conséquent, de mon point de vue, et logiquement, ces contrats sont des contrats nuls et non avenus. Ce qu'il faut faire, à mon sens, aujourd'hui, c'est de cesser d'avoir cet esprit colonialiste en disant l'armée, Bouteflika, on leur dicte ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire. Et notamment, c'est la France qui est en tête de ces colons. À mon sens, jouons les intellectuels naïfs et constituons-nous un lobby algérien très fort, composé de scientifiques, de géophysiciens, de chercheurs, d'écologistes et bien sûr d'activistes comme cette dame courageuse qu'on voit maintenant et qu'on entend qui s'appelle Madame Zegzag. Et ce lobby doit devenir pas l'interlocuteur de l'armée algérienne ou de Bouteflika agonisant, mais bien de ces multinationales qui ont cru avoir conclu des contrats et ont commencé à explorer et bientôt à exploiter, et qui sait, peut-être qu'ils ont commencé déjà à exploiter le pétrole et le gaz de schiste. C'est cela, c'est ces multinationales. Pourquoi? Parce que ces Américains et ces Européens, ils ont un autre cerveau. Ils réfléchissent autrement que nous là-bas. Ils ont une certaine logique. Il faut rentrer dans leur logique. Il faut leur dire, écoutez, stop. Parce que si aujourd'hui, ce lobby algérien est issu d'un pays dictatorial qui n'a ni foi ni loi,
il y a... Et vous pensez la qu'ils ne loi le savent pas, Lila internationale, il y a Haddad? la Cour internationale où vous arrêtez, ou alors... Lila Haddad, oui. vous pensez qu'ils ne savent pas que ce régime est dirigé par des gens qui ne sont pas élus, après des élections mais bien truquées? sûr qu'ils le savent, Oui. Monsieur Benchenouf. Ils le savent, le monde entier le sait, même votre voisin le sait. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'il y a maintenant une élite, il y a des gens conscients. Et ces gens-là, ils doivent se manifester de façon organisée, de façon civilisée. Il faut se montrer à un niveau international, ici au niveau de l'Europe, au niveau de la Cour de justice européenne, au niveau de toutes les institutions et les cours qui peuvent dire le droit et qui peuvent donc entendre des gens sérieux, des gens compétents. Et voilà, moi, Restez avec nous, Lila. Parce que faire à chaque fois commenter le commentaire du qu'est-ce qu'elle a fait la police. Et à ce moment-là, Monsieur Benchenouf, à ce moment-là, quand ils vont voir ce lobby algérien en train d'activer au niveau international, à ce moment-là, Monsieur Médiel va vous écouter, il ne va plus vous mépriser. Vous allez devenir Restez avec nous, Lila Haddad. Restez avec nous, Lila. Faisal Mattawi, l'armée a demandé aux manifestants, elle ne leur a pas dénié le droit de manifester, mais elle les a confinés à la place Somod. Elle leur a demandé de rester à la place Somod, de ne pas en bouger, de manifester comme ils veulent, mais de ne plus aller à Liberton, de ne plus essayer d'empêcher la fracturation au prétexte que l'armée n'est pas là pour faire de la politique. Mais à votre avis, est-ce que ce n'est pas une ruse pour confiner les manifestants au centre-ville de Ain Salah et laisser les sociétés étrangères procéder à la fracturation comme c'était prévu? Oui, mais je pense que c'est une ruse, effectivement, parce que vous savez que l'intervention musclée de la gendarmerie a commencé lorsque les manifestants anti-gaz-de-schiste, qui, entre parenthèses, donnent un parfait exemple de ce qu'est la citoyenneté, de ce qu'est le combat pacifique, et je crois que c'est ce qui fait peur au régime actuel, lorsque ces manifestants se sont rapprochés samedi passé du siège de la Défense, parce que c'est des manifestations où il y a des experts, où il y a des étudiants, où il y a des professeurs, où il y a des ingénieurs, où il y a beaucoup d'intellectuels qui connaissent parfaitement ce que c'est que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, et qui étaient au courant que Halliburton, qui se cachait jusque-là, avait apporté du matériel, notamment des produits chimiques, pour continuer ou commencer la fracturation hydraulique. Et chercher, j'invite tous les téléspectateurs de Maralbia, de chercher l'histoire d'Hallyburton dans le monde, ce que fait cette multinationale, pas uniquement sur le plan économique, mais surtout sur le plan politique. Et vous avez remarqué, Jamal, qu'aujourd'hui ou hier, il y avait un haut responsable américain, oui, qui est le secrétaire adjoint aux affaires économiques et commerciales, qui se met d'une manière curieuse, d'une manière, j'allais dire, choquante, oui, dans le débat intérieur algérien. Vous absolument. Dites, si l'Algérie décide d'exploiter le gaz de schiste, on est là. Nous sommes là, disposés, voilà, à aider l'Algérie. Et donc je crois qu'il y a un lien à faire. L'armée algérienne, probablement à un niveau, je ne sais pas, de responsabilité, s'est mise au service de cette idée de protéger effectivement les multinationales qui existent à Ain Salah. Bien entendu, il n'y a pas que de multinationales dans le gaz de schiste. Et l'Algérie, en matière économique, a besoin de la présence d'investissements étrangers. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes contre l'investissement étranger ou multinational, mais disons, Vincent de ce débat sur le gaz de schiste. Et je crois que l'armée a compris qu'il faut assurer la sécurité au minima, c'est-à-dire à Ain Salah, laisser les Algériens manifester pacifiquement, même si la loi ne l'interdit pas, que la Constitution l'autorise, mais que le gouvernement le refuse. Mais en même temps, on a la paix avec les multinationales. Faisal Mattawi, Lila Haddad propose que les élites s'agglomèrent en lobby et qu'ils deviennent les principaux interlocuteurs de ces grandes compagnies pétrolières qui font le forcing sur le régime algérien pour leur dire non, ne discutez pas avec ce régime illégitime, nous sommes là, ce que vous faites n'est pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que oui, il faut faire du lobbying à tous les niveaux, pas au niveau politique, il faut du lobbying culturel pour l'Algérie. Parce que je crois qu'il faut séparer d'une manière très claire entre l'État et le régime. Séparer entre l'État algérien, qui doit rester debout, et le régime qui, de toute façon, partira un jour ou l'autre. Et donc, s'il faut agir pour l'intérêt de l'Algérie en tant que nation, il faut le faire d'une manière globale, d'une manière concertée, d'une manière à être présent sur le terrain, parce qu'il ne s'agit pas de manifester une fois ou deux puis disparaître
après. Il s'agit de le faire pour tous les dossiers qui concernent l'avenir de ce pays, c'est-à-dire d'abord il faut avoir en point de mire l'idée de la stabilité qui doit être maintenue pour le pays, parce que malheureusement le régime est en train de jouer sur cette carte en liant toute contestation contre même la déstabilisation d'Algérie. Vous avez entendu comment Abdelkader de Salah, qui est secrétaire général du RN du Rassemblement national démocratique, a insulté presque l'opposition en l'accusant de vouloir déstabiliser le pays. On a écouté les mêmes discours, très curieux d'ailleurs, de Ahmed Sennel, Premier ministre, qui a fait le rapport entre ce qui se passe dans le sud, parce qu'il n'y a pas eu que le réfléchisse. Apparemment, il y avait des jeunes qui manifestaient pour retrouver du travail, notamment à Ouadila. Il y a d'autres qui sont en prison à droit parce qu'ils ont manifesté dans la rue ce droit. Oui. Et on a fait le lien pour dire que ces citoyens qui ont le droit de manifester quand même, parce qu'ils sont dans leur pays, que rien n'interdit de réclamer le droit au travail et également le respect de l'écologie, le respect de l'environnement pour les gaz de schiste. Ils ont fait le lien avec la stabilité. Donc je crois que la stabilité de l'Algérie doit être le combat d'abord de l'opposition et de ceux qui veulent un changement pacifique démocratique en Algérie. Ensuite, l'unité du pays, parce que c'est important aussi par rapport à ce qui se passe dans le voisinage. Et rappelez-vous, le Soudan, après 2 ans, était le plus grand pays d'Afrique, qui a été divisé en deux. L'Algérie devient le plus grand pays d'Afrique actuellement. Bien entendu, qu'il se pourrait que des forces extérieures à l'Afrique pourraient être amenées à faire ce qui peut ressembler à des compagnies de stabilisation. Mais loin de là, loin de ce discours, il faut effectivement travailler ensemble. Il faut oublier un peu les différences idéologiques. Et je crois que la coordination nationale pour la transition démocratique a donné un exemple, parce qu'on a vu des islamistes, démocrates, des laïcs, des nationalistes se regrouper pour demander un projet de changement. On a vu comment les citoyens de Raïsala ont donné la plus belle leçon de citoyenneté depuis, depuis 20 ans, en se regroupant femmes, enfants et jeunes dans une place, et on prépare à manger, on prépare du café, Merci Faisal. Parfois la personnelle pour dire nous sommes contre les gaz de schiste, parce Merci. que les Algériens ont évolué, les Algériens ont compris. Merci Faisal. Merci Faisal. Lila Haddad, moins d'une minute, je suis désolé, nous sommes pris par les délais. Lila. Oui, je suis là. Donc, oui. En moins d'une minute. Si vous avez une question particulière. Pas de question particulière. Si vous voulez dire quelque chose, en moins d'une minute, avant que nous nous quittions. Pour revenir, j'allais dire, pour être un peu terre à terre, ou plutôt au niveau intérieur en Algérie, moi je l'ai dit en 2011, au lendemain de la révolution tunisienne, que le changement en Algérie viendra par le Sud. Les hommes et les femmes du Sud ont une culture de compromis, ils ont une culture de dialogue, ils sont pacifiques. L'homme du Sud est très patient, il a de l'endurance, et il est surtout celui qui a été le plus marginalisé par le régime depuis l'indépendance. Et moi, je suis de tout cœur avec mes concitoyens là-bas à Salah. Et le problème de ce gaz de schiste est le problème de toute l'Algérie, nord, sud, est, ouest, pas seulement de ceux du sud. Et il faut y aller, il faut continuer à se battre. Et comme je l'ai dit, je le crois, il faut se constituer en lobby très fort. Il faut prendre des avocats spécialisés et internationaliser cette question parce qu'elle est vraiment très importante. Merci Lila, en espérant vous revoir bientôt. Merci Faisal Mattaoui. Cette émission est terminée. Salam alaikum, khawa la khair. Salama.